Des policiers soudoient un juge pour piéger un homme noir, mais au tribunal, ils réalisent avec choc qu'il est leur nouveau patron. Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille, Marcus Darnell se tenait près de sa fenêtre, une tasse de café noir dans une main et sa montre en argent dans l'autre. La montre n'était pas un simple accessoire. C'était un souvenir, gravé au dos de la gravure. Faites en sorte que vos minutes comptent. Un message de son défunt père, qu'il avait élevé dans la discipline, la compassion et la ferme conviction que le changement commence de l'intérieur et non de l'extérieur. À 38 ans, Marcus s'était fait un nom, non pas par des discours retentissants ou des gestes grandiloquents, mais par un travail régulier et une réputation d'intégrité que peu de gens pouvaient remettre en question. C'était le genre d'homme à rendre les portefeuilles perdus, à arriver tôt aux réunions communautaires, à se souvenir des anniversaires des concierges de son immeuble. Il ne recherchait pas la reconnaissance, il recherchait les résultats. Vivant dans une modeste maison en grès brun nichée à East Haven, Marcus menait une vie tranquille et structurée. Sa maison était remplie de livres, textes juridiques, mémoires sur les droits civiques et épais rapports politiques soigneusement empilés le long des murs de son bureau. Chaque soir, après le travail, il troquait les pantalons rigides et les chemises impeccables de la vie de fonctionnaire pour des jeans délavés et un sweat à capuche, se rendant au centre de jeunesse local où il faisait du bénévolat. Là, il n'était pas M. Darnell, l'enquêteur de l'État chargé de l'éthique. Il était simplement Marcus, celui qui apprenait aux enfants à écrire des lettres persuasives, qui expliquait ce qu'était un conseil municipal et qui aidait les adolescents à comprendre leurs droits. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne donnait pas de leçons, mais partageait des histoires, ses propres difficultés à grandir avec un parent seul, les fois où on le prenait pour quelqu'un qu'il n'était pas, les moments où il se sentait invisible dans des salles remplies de costumes et de sourires qui n'atteignaient jamais les yeux. Au travail, Marcus occupait un poste de direction à la commission d'éthique de l'État, un département peu réputé pour son prestige, mais essentiel pour responsabiliser les fonctionnaires. Sa mission était claire. Enquêter sur les violations éthiques, recommander des mesures en cas de dépassement des limites et protéger les lanceurs d'alerte qui osaient se manifester. Ses collègues l'admiraient pour sa clarté d'esprit et son sang-froid. Les superviseurs s'appuyaient sur ses rapports lorsque les affaires devenaient troubles. Au fil des ans, Marcus avait discrètement révélé des dizaines d'affaires de corruption mineure, détournement de budget de voyage, népotisme, subventions falsifiées. Mais ce qu'il découvrit ensuite était différent. C'était plus profond et bien plus dangereux. 2 semaines avant que tout ne bascule, Marcus reçut un tuyau d'un greffier municipal, un jeune homme effrayé et bègue, qui affirmait que quelque chose clochait avec le Fonds pour l'unité civique. Ce fonds avait été créé 2 ans auparavant, comme une initiative de bonne volonté du service de police de la ville, promettant de renforcer la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés minoritaires par le biais d'événements de sensibilisation, de bourses et de nettoyage de quartiers. En apparence, cela ressemblait à des progrès. Mais en coulisses, les chiffres ne collaient pas. Marcus commença à creuser. Il trouva des factures en double, des dates concordantes avec différents fournisseurs et des subventions marquées « terminées » sans aucune trace des travaux. La piste s'obscurcit. Les fonds étaient détournés via des sociétés écrans enregistrées dans d'autres États, des comptes liés à de fausses associations à but non lucratif. Et au cœur de tout cela, 2 noms réapparaissaient sans cesse dans des notes codées et des feuilles de signature, le capitaine Rourke et le lieutenant Danvers. Marcus connaissait leur réputation. Rourke était décoré, souvent vu aux côtés du maire lors des conférences de presse. Danvers gérait les affaires internes avec une poigne de fer et un cœur plus froid. Les 2 hommes étaient intouchables, du moins le croyaient-ils. Marcus travaillait tard le soir, compilant tout dans un rapport scellé. Il documentait chaque transfert, chaque horodatage, chaque menace murmurée enfouie dans des courriels internes. Il soumettait le dossier directement à son directeur
avec une copie séparée envoyée anonymement à un agent de liaison fédérale en matière d'éthique. Il croyait au processus, il faisait confiance à la chaîne de commandement. Mais il n'avait pas pris en compte l'ampleur de la pourriture. Au début, il y eut un silence. Puis des signes subtils apparurent. Son ordinateur de bureau redémarra tout seul. Un dossier disparut de son tiroir et réapparut le lendemain, légèrement dérangé. Il remarqua une voiture de police garée près de chez lui, qui n'était pas là d'habitude. Un message vocal sans message, juste une respiration. Il balaya l'affaire d'un revers de main. Il pensa qu'il réfléchissait peut-être trop. Peut-être était-il simplement fatigué. Mais le malaise le suivait comme une ombre. Puis, un matin, tout vola en éclats. Il venait de verrouiller sa porte et de sortir sur son porche lorsqu'un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus devant chez lui. 4 policiers en civil en sortirent, armes au fourreau, mains fermes, visage impassible. Marcus se figea. Avant qu'il puisse parler, du métal froid lui serra les poignets. Il demanda ce qui se passait, pourquoi il faisait ça, mais personne ne répondit. On lui annonça qu'il était en état d'arrestation pour complot en vue d'escroquer l'État, destruction de documents publics et résistance à l'arrestation. C'était absurde. Il n'avait jamais supprimé un seul email sans l'archiver au préalable. Les menottes lui mordèrent la peau. Un voisin jeta un coup d'œil derrière un rideau. Un autre commença à enregistrer avec son téléphone. Lorsqu'ils le poussèrent sur la banquette arrière, il aperçut son reflet dans la vitre. Ses yeux semblaient fatigués. Pas en colère. Pas encore. Des caméras de presse l'attendaient déjà devant le commissariat. Des images montées furent diffusées quelques heures plus tard. Marcus sortit d'un bâtiment gouvernemental, menotté, tête baissée, encadré par des agents. La voix off était tranchante et assurée. Un responsable de l'éthique de longue date arrêté dans une affaire de fraude. Il aurait été surpris en train de supprimer des documents liés à un audit des fonds de la police. Ces mots furent plus douloureux que l'arrestation. Ils n'étaient pas seulement faux. Ils visaient à effacer tout ce qu'ils représentaient. À la fin de la journée, le centre de jeunesse l'avait suspendu. Son badge d'accès avait été révoqué. Les appels de ses collègues avaient cessé. Même ses vieux amis hésitaient. Le monde numérique a évolué à toute vitesse. Articles remplis de titres trompeurs, commentaires remplis de suppositions. Du jour au lendemain, il est devenu un symbole de trahison. Un homme noir au pouvoir, accusé d'en avoir abusé. L'ironie ne lui a pas échappé. Son avocat, Samuel Crane, un vieil ami et ancien avocat spécialisé dans les droits civiques, l'a exhorté à envisager une négociation de peine. Les preuves étaient accablantes. Des fichiers avaient été retrouvés sur l'ordinateur portable de Marcus, indiquant une activité suspecte. Ses empreintes digitales y figuraient. Il y avait même un témoin, un employé, qui affirmait l'avoir vu agir de manière erratique au bureau quelques jours avant son arrestation. Mais Marcus a refusé. Ce soir-là, assis dans son salon faiblement éclairé, la montre au poignet, il s'est souvenu des paroles de son père. « Quand on doute de votre voix, laissez parler vos actes. » Il n'avait pas menti, il n'avait pas volé, et il ne dirait pas l'avoir fait juste pour se protéger. Ce que personne ne savait, c'est que Marcus avait anticipé cela. Il avait fait des copies, non seulement des documents financiers, mais aussi de conversations internes, de disques cryptés et de sauvegardes hors site. Il avait tout documenté, même les réunions avec les agents fédéraux qui l'avaient mis en garde contre la prudence après la fuite du rapport. Il avait stocké les fichiers clés sur un disque sécurisé, enfermé là où personne ne penserait la regarder. Même son avocat n'était pas au courant. Pas encore. Il ne savait pas exactement qui avait mis le plan à exécution, mais il savait qui en avait profité. Rourke, Danvers, peut-être plus, peut-être des gens plus haut placés qu'eux. Le système était plus grand que deux noms. Mais il savait aussi autre chose. Les systèmes pouvaient être piratés. Lentement, délibérément, de l'intérieur. La date du procès était fixée à 2 semaines plus tard. Les accusations seraient lues, les preuves seraient présentées, les témoins mentiraient, les gros titres crieraient. Mais Marcus serait là,
pas pour supplier, pas pour craquer. Il n'avait qu'une dernière chance, et le moment venu, il ferait tout pour que ça compte. Le premier jour du procès arriva sous un ciel gris et une tension qui s'installa sur le palais de justice comme un brouillard. Le bâtiment lui-même, une vieille structure au sol de marbre et au haut plafond, résonnait des pas des journalistes, des avocats et des citoyens impatients d'assister à ce que les médias avaient déjà qualifié de déchéance dramatique. Dans la salle d'audience 2B, tous les sièges étaient occupés. Certains venaient voir justice, d'autres assister à la destruction d'un homme. Mais père, Marcus Darnell était assis à la table de la défense, l'expression indéchiffrable. Il portait un costume bleu marine, modeste et sans prétention, et gardait sa montre en argent glissée juste sous le revers de sa manche. Il ne bougeait pas sur son siège ni ne détournait le regard. Son regard restait fixé sur le banc du juge, où le juge Preston Harlan ajustait sa robe et le fixait avec un détachement éprouvé. Harlan avait la réputation d'être sévère envers les fonctionnaires accusés de mauvaise conduite, prononçant souvent les peines les plus sévères. Sa salle d'audience était réputée pour son efficacité, mais rares étaient ceux qui oubliaient que ses verdicts cadraient souvent avec les intérêts des institutions mêmes examinées. Ce que personne ne disait à voix haute, c'est que Harlan avait des bienfaiteurs, des donateurs fortunés et des relations haut placées, et qu'il gardait leur confiance comme un soldat. Au premier rang, vêtus d'uniformes impeccables, leurs insignes polis étincelant sous les projecteurs, étaient assis le capitaine Rourke et le lieutenant Danvers. Leur posture était rigide, leur regard fixe. Aux yeux du jury, ils ressemblaient à des officiers honorables, assistant au procès d'un analyste corrompu. Mais sous leur immobilité se cachait une confiance béate, la conviction que le système jouerait à nouveau en leur faveur, comme par le passé. Ils avaient vu des hommes comme Marcus se faire écraser par des accusations qu'ils ne pouvaient réfuter. Ils n'avaient aucune raison de croire qu'il en serait autrement aujourd'hui. L'accusation a présenté ses arguments avec vigueur. La procureure adjointe Langford s'est présentée et a exposé un récit adapté à la soif d'indignation du public. Elle a affirmé que Marcus avait abusé de sa position pour manipuler des enquêtes internes et dissimuler ses propres malversations financières. Elle a présenté des fichiers extraits de son ordinateur portable, des documents qui auraient montré des factures falsifiées, des plaintes de lanceurs d'alerte effacées et des fonds transférés sur des comptes personnels. Il y avait des photos de transactions, des déclarations d'employés affirmant que Marcus était devenu renfermé et secret ces dernières semaines. Elle l'a présenté comme un homme qui portait l'honnêteté comme un costume, mais qui avait depuis longtemps cédé à l'ambition. Elle parla de mobile, une soif de contrôle déguisée en responsabilité, et regarda les jurés dans les yeux lorsqu'elle décrivit le Fonds pour l'unité civique comme une victime de trahison. Marcus resta immobile. Son avocat, Samuel Crane, se pencha légèrement en avant, scrutant les réactions du jury. Il savait combien l'opinion publique pouvait être dangereuse. Les preuves avaient été manipulées avec brio, les modifications subtiles, les horodatages concordants, et le juge, Preston Harlan, ne contesterait probablement rien. Crane avait averti Marcus, non pas une fois, mais plusieurs fois, qu'il ne s'agissait pas d'une simple bataille juridique. C'était une démolition. Il ne cherchait pas seulement à le condamner, il cherchait à l'effacer. Lorsque l'audience fut suspendue pour le déjeuner, Crane murmura exactement ces mots d'une voix basse et grave. Marcus hocha la tête une fois, mais ne dit rien. Dans son silence résidait une compréhension plus profonde, une patience qui ne provenait pas de la reddition, mais de la stratégie. Il y avait des pièces sur l'échiquier que les autres ne voyaient pas encore, des coups qu'il n'avait pas anticipés. Son timing devait être parfait. Cette nuit-là, de retour dans l'intimité de sa cellule de détention provisoire, Marcus laissa son esprit se replonger dans les flashbacks qui l'avaient maintenu lucide pendant la tempête. 2 semaines plus tôt, après avoir finalisé le rapport qui nommait Rourke et Danvers, Marcus avait apporté un dossier scellé à un bureau de surveillance fédérale en périphérie de la ville. Il portait une casquette baissée et empruntait une entrée séparée.
Le dossier contenait non seulement l'audit financier, mais aussi des enregistrements. Des conversations téléphoniques entre agents internes, discutant de paiements secrets, une écoute téléphonique où Danvers menaçait un employé subalterne et même une vidéo granuleuse prise par la caméra d'un parking où Rourke murmurait à quelqu'un hors champ que Marcus devait disparaître avant que les choses ne dégénèrent. Il avait tout remis à un agent qui n'avait pas donné son nom, se contentant d'un hochement de tête. Marcus était parti sans se retourner. 3 jours plus tard, il avait été contacté par un homme en costume gris anthracite qui l'attendait près de sa voiture dans un parking calme. L'homme n'avait pas donné de détails. Il avait seulement dit qu'il y aurait un transfert, que Marcus devait faire confiance au processus et ne rien dire avant d'être appelé. Marcus avait scruté son visage, cherchant le doute, mais n'y avait vu que de l'assurance, celle qui vient de ce que le monde ici. Alors que la salle d'audience s'apprêtait à reprendre, un changement subtil se produisit. Alors que l'accusation approchait de la fin de son exposé, se préparant à se reposer et à passer aux répliques, l'huissier s'approcha du banc avec une enveloppe scellée. Il se pencha et chuchota au juge Harlan, qui cligna des yeux une fois, puis 2. Pour la première fois, une lueur indéchiffrable traversa son visage. Hésitation, confusion, peut-être peur. Le juge s'éclaircit la gorge et se leva lentement. Il annonça que l'audience serait suspendue pendant 24 heures en raison d'un changement de président. Aucune explication, aucune précision. Juste un coup de marteau retentissant et un flot de murmures, tandis que les spectateurs se levaient, perplexes et bourdonnants de spéculations. Le lendemain matin, les sièges étaient occupés avant le lever du soleil. Les journalistes remplissaient le couloir. La salle d'audience 2B était pleine à craquer. Tout le monde s'attendait à un remplacement spectaculaire, peut-être un juge à la retraite, peut-être un magistrat fédéral. Mais ce qu'ils reçurent était quelque chose que personne n'avait imaginé. Alors que les portes s'ouvraient et que la cour se levait, Marcus Darnell ne se dirigea pas vers la table de l'accusé. Il se dirigea vers le banc, vêtu d'une robe noire, entouré de 2 agents fédéraux. Des halètements s'élevèrent comme une vague, les caméras cliquèrent, les murmures se transformèrent en cris. Le juge Preston Harlan était parti, révoqué en vertu d'une ordonnance d'urgence pour manquement à l'éthique, actuellement sous examen fédéral. Le ministère de la Justice était intervenu, invoquant des irrégularités dans le traitement des dossiers de lanceurs d'alerte et un conflit d'intérêts lié à des dons politiques liés à des accusés récents, dont l'actuel. En vertu de la loi sur la protection d'urgence des lanceurs d'alerte, une disposition rarement utilisée autorisait des nominations judiciaires temporaires lorsque la sécurité d'un lanceur d'alerte et l'intégrité de son dossier étaient compromises par le président du tribunal. Marcus Darnell, après avoir soumis son rapport et ses enregistrements scellés à l'organisme de surveillance, avait prêté serment la veille au soir comme juge fédéral d'éthique par intérim. Son habilitation avait été vérifiée. Sa compétence avait été activée. Son autorité était désormais incontestable dans ce procès. Le capitaine Rourke resta figé sur son siège, une main agrippée à l'accoudoir, les yeux écarquillés. Le lieutenant Danvers cligna des yeux, incrédule, la bouche entr'ouverte. Marcus n'hésita pas. Il regarda droit devant lui, calme et posé. Il déclara qu'il allait maintenant examiner l'affaire, non seulement en tant qu'accusé à tort, mais aussi en tant que responsable de la déontologie de l'État, dûment habilité, chargé de rétablir la vérité et de rétablir les responsabilités. Le silence dans la salle était plus pesant que n'importe quel marteau. L'homme qu'ils avaient tenté de faire taire était devenu la seule chose à laquelle ils ne pouvaient échapper. Leur juge. La panique s'empara de la salle d'audience comme un vent soudain déchirant une forêt paisible. Ni bruyante, ni violente au début, elle se fit subtilement entendre comme une ondulation, un regard échangé, un serrement d'épaule. Puis vinrent les murmures, les pas qui bougeaient, le froissement des papiers, tandis que les gens se penchaient, réalisant que ce qui allait se passer ne serait pas une procédure ordinaire. Même les huissiers de justice chevronnés, qui avaient vu défiler toutes sortes d'affaires entre ces murs,
se tenaient désormais un peu plus droit, leur regard oscillant entre le banc et la galerie avec une impatience à peine dissimulée. Marcus Darnell était assis derrière le bureau du juge, vêtu de sa nouvelle robe, le tissu noir soigneusement posé sur ses épaules, le sceau de l'autorité désormais sien. La salle d'audience qui cherchait autrefois à le stigmatiser comme un imposteur était désormais sous sa direction. Le même air qui avait tenté de l'étouffer avec des mensonges portait désormais clairement sa voix. Mais Marcus ne jubilait pas, ne souriait pas. Son expression restait posée, les mains fermement posées sur le pied du marteau, les yeux fixés sur l'homme qui s'avançait. Samuel Crane, son ancien avocat, désormais nommé procureur spécial, en vertu de la clause d'urgence fédérale en matière d'éthique. Les mouvements de Samuel étaient déterminés. Il tenait une tablette dans une main et un fin dossier dans l'autre. Il s'adressa à Marcus d'un ton empreint de respect, mais aussi de gravité. Il expliqua qu'il avait l'intention de présenter de nouvelles preuves, des preuves non pas concernant des détournements de fonds ou des fichiers numériques, mais concernant une conspiration bien plus profonde, qui visait directement 2 officiers décorés assis à quelques mètres du banc. Le capitaine Rourke ne broncha pas, mais sa mâchoire se crispa. Le lieutenant Danvers remua légèrement son premier mouvement depuis l'ouverture du tribunal. Il s'était habillé avec élégance, comme toujours. Ils avaient supposé que l'uniforme les protégerait comme une armure. Mais maintenant, l'attention se tournant vers eux, il était clair que le poids de ces insignes risquait de ne plus les protéger. Il risquait de les ensevelir. Marcus hocha légèrement la tête, permettant à Samuel de poursuivre. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent lorsqu'un écran descendit du plafond. Un technicien chargea le premier clip et en quelques secondes, la salle fut emplie du son caractéristique des voix enregistrées. La voix de Rourke s'éleva d'abord. Son ton était calme mais assuré, comme celui de quelqu'un qui tire les ficelles en coulisses. Il parla de Preston, le juge Harlan, disant qu'il enterrerait l'affaire comme il le faisait toujours. Il n'y eut aucune hésitation, aucune crainte. Il parle d'une tendance, d'une habitude. Puis vint la voix de Danvers, plus aiguë et plus directe. Il annonça que le télégramme avait déjà été envoyé, même récit que précédemment. Lorsque l'enregistrement se termina, un silence s'installa dans la salle comme un brouillard. Les gens se regardèrent. Les jurés restèrent figés. Les doigts du sténographe du tribunal vacillèrent, hésitant entre continuer à taper ou se contenter d'écouter. Le message était clair. Non seulement Rourke et Danvers avaient orchestré le pistage de Marcus Darnell, mais ils l'avaient fait avec une assurance née de l'expérience. Ce n'était pas leur première fois. C'était simplement la première fois que quelqu'un mettait cela en lumière. L'extrait suivant brisa tout doute subsistant. On y voyait des images de surveillance, horodatées, granuleuses mais nettes, du lieutenant Danvers entrant dans le bureau de Marcus 2 jours avant l'arrestation. Il regarda autour de lui, attendit, puis ouvrit prudemment un tiroir et y glissa une clé USB. Les procureurs avaient auparavant soutenu que c'était sur cette clé que tous les fichiers falsifiés avaient été découverts. À l'époque, ils avaient prétendu que Marcus avait tenté de la supprimer. Maintenant, c'était clair. Elle n'avait jamais appartenu à Marcus. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la galerie. Même certains journalistes laissèrent tomber leurs stylos. L'histoire ne concernait plus un analyste gouvernemental corrompu. Il s'agissait d'un coup monté, planifié, fomenté et livré avec précision. Le récit que les médias avaient diffusé pendant des semaines commençait à se fissurer sous le poids de la vérité. Marcus resta concentré. Il ne laissa pas l'instant devenir personnel. Il aurait le temps de réfléchir plus tard. Pour l'instant, il était encore juge, et la justice n'en était qu'à la moitié. Samuel appela son premier témoin. Un officier subalterne du nom de Kevin Alden témoigna. Il paraissait nerveux, jeune, la voix tremblante lorsqu'il expliqua avoir entendu des conversations dans les vestiaires. Danvers parlait de faire disparaître quelqu'un. Rourke rire en disant que le type d'en haut les protégerait. Kevin était resté silencieux par peur, mais voir Marcus se faire arrêter avait changé quelque chose en lui. Il réalisa que le silence ne le protégerait pas éternellement. Puis, un autre témoin arriva, une analyste financière qui avait travaillé pour le Fonds pour l'unité civique.
Elle parlait, feuille de calcul à la main, montrant comment le fonds avait été vidé de son contenu. Des paiements transitaient par des sociétés qui n'existaient pas, des événements enregistrés comme terminés, mais qui n'avaient jamais eu lieu. Elle avait signalé les anomalies des mois auparavant, mais personne n'avait réagi. Jusqu'à Marcus. Un troisième témoin prit la parole, un greffier au regard fatigué et à la conscience lourde. Il admit que le juge Harlan lui avait demandé de rectifier les inscriptions au rôle de 2 affaires impliquant des audits internes de la police. À l'époque, il ne l'avait pas remis en question, mais avec le recul c'était clair. Ces affaires avaient été enterrées, les preuves avaient disparu, et tout cela faisait partie d'un schéma plus vaste. Devant le palais de justice, la nouvelle s'était répandue. Des cars de reportage bordèrent la rue. Des manifestants se rassemblaient, non pas contre Marcus cette fois, mais contre le silence qui avait permis à la corruption de se développer. Des pancartes affichaient des slogans comme « La justice ne s'achète pas » et « Croyez le lanceur d'alerte ». L'histoire avait changé, et la ville observait la situation d'un œil nouveau. À l'intérieur, le dernier témoignage acheva de mettre fin à la situation. Les lumières s'éteignirent à nouveau. Un écran s'allume. Un témoin masqué apparut via une transmission à distance sécurisée. Sa voix avait été modifiée, son visage dissimulé, mais ses paroles avaient plus de poids que tout ce qui avait été dit auparavant. Il se présenta comme coursier. Il raconta comment il avait livré 3 enveloppes, chacune épaisse et remplie d'argent liquide, du lieutenant Danvers au juge Harlan. Les livraisons avaient eu lieu tard dans la nuit, en dehors des heures officielles. Pas de registre, pas de témoins, juste des transactions discrètes dans des recoins sombres. La dernière enveloppe, dit-il, était arrivée quelques jours seulement avant l'arrestation de Marcus. Il se souvenait d'Harlan, ouvrant l'enveloppe, comptant l'argent et riant. Puis le juge avait murmuré une phrase que le coursier n'oublierait jamais. « Ce garçon ne connaît pas le jeu. » La salle était plongée dans un silence stupéfait. Personne ne bougeait. Personne ne clignait des yeux. Il n'y avait plus rien à défendre. Marcus ne dit pas un mot. Il baissa simplement les yeux sur ses notes, puis leva les yeux vers la salle d'audience. Il demanda la levée du jury. Le procès, expliqua-t-il, ne portait plus sur la culpabilité ou l'innocence. L'accusé avait été faussement accusé. Les preuves étaient désormais irréfutables, et ce qui avait commencé comme un procès pénal était désormais une affaire d'effondrement systémique. Il ne s'agissait plus d'un seul homme. Il s'agissait de chaque policier protégé, de chaque juge acheté, de chaque voix réduite au silence. C'était devenu quelque chose de plus grand. Une semaine plus tard, la salle d'audience avait changé, non seulement en apparence, mais aussi dans l'atmosphère. La tension qui s'était autrefois accrochée au mur comme de la fumée avait disparu, remplacée par une clarté paisible qui s'installait sur chaque banc, chaque rayon de lumière traversant les hautes fenêtres. Les lourds drapeaux ne servirent plus de toile de fond à un système en difficulté, mais de bannières marquant un tournant. La plaque qui portait autrefois le nom d'un juge connu pour son favoritisme avait été retirée, et derrière le banc, un nouvel emblème avait été ajouté. Un verre gravé portant l'inscription « Groupe de travail fédéral sur l'intégrité judiciaire », un symbole de ce qui avait changé et de ce qui ne pouvait plus être ignoré. Le ministère de la Justice avait réagi rapidement dans les jours qui avaient suivi les révélations. Tous les dossiers liés à l'enquête sur le Fonds pour l'unité civique avaient été saisis, catalogués et sécurisés. Des équipes d'enquête internes ont épluché les registres de données, ont assigné à comparaître les relevés téléphoniques et ont ouvert des documents scellés qui avaient été dissimulés derrière des années de protection politique. La vérité que Marcus s'était battu pour révéler était désormais traitée non pas en secret, mais au grand jour, et le pays observait. Un nouveau groupe de travail avait été créé, avec une compétence transfrontalière et une supervision fédérale directe. Son objectif était clair: enquêter sur les liens entre les fautes professionnelles des forces de l'ordre et la corruption judiciaire. Son dirigeant, Marcus Darnell.
La nomination fut annoncée par communiqué de presse, mais la véritable confirmation fut donnée lorsque Marcus entra dans une salle de briefing, vêtu du même costume modeste que lors de son procès. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste un serment solennel et une signature ferme. Il devint ainsi le premier inspecteur fédéral permanent de l'intégrité judiciaire, un rôle créé suite à son affaire, afin de garantir qu'aucun individu au pouvoir ne puisse à nouveau abuser de la magistrature pour se cacher derrière des mensonges. Le capitaine Rourke et le lieutenant Danvers ne portaient plus d'uniforme repassé ni de sourire suffisant. Ils étaient assis en combinaison orange dans le quartier de détention d'un établissement fédéral, les poignets entravés, le visage blême sous un éclairage fluorescent. Leur procès était imminent, et cette fois, il n'y aurait pas de juge partial, pas de preuves fabriquées, pas d'accords chuchotés dans des salles silencieuses. Ils seraient confrontés à un tribunal qui connaissait désormais le prix du silence. Le juge Preston Harlan avait été placé en garde à vue 2 jours après la nomination de Marcus. Son domicile avait été perquisitionné, ses comptes bancaires gelés. Les enquêteurs ont découvert des décennies de décisions douteuses, des actifs non déclarés et des liens discrets avec des donateurs politiques liés aux forces de l'ordre. Des propriétés enregistrées sous de faux noms ont été découvertes. Chalets de montagne, appartements en bord de mer, véhicules privés immatriculés auprès de sociétés écrans. Son arrogance avait finalement cédé sous le poids d'une documentation trop détaillée pour être contestée. Lorsque la nouvelle de son arrestation s'est répandue, le système judiciaire s'est préparé à l'impact. 3 autres juges, tous avec des antécédents de décisions ayant curieusement bénéficié à des services de police spécifiques ou à des entrepreneurs gouvernementaux, ont été immédiatement mis sous enquête. La portée de l'enquête s'est élargie de jour en jour. Plus personne n'était intouchable. Mais Marcus n'a pas beaucoup parlé en public cette semaine-là. Tandis que les journalistes envahissaient les marches des bâtiments gouvernementaux et que les présentateurs du journal télévisé du soir débattaient de l'avenir de la responsabilité judiciaire, Marcus a repris ses habitudes tranquilles. Il se rendait au travail à pied sans surveillance. Il s'arrêta à sa librairie préférée, salua le commis qui avait détourné le regard lors de son arrestation. Il passa devant des coins de rue où sa photo avait autrefois été affichée à côté du mot « fraude », remplacé désormais par des gros titres sur la justice retrouvée. Il ne cherchait ni vengeance ni louange. Il avançait avec le même calme qu'avant, guidé par la conviction que faire le bien n'avait pas besoin de crier. Lorsque la presse le rattrapa enfin, il ne fit qu'une seule déclaration. Debout sur une simple estrade, sans seau, sans estrade derrière lui, Marcus répondit aux questions avant même qu'elles ne soient posées. Il leur dit qu'il n'était pas le premier qu'on tentait de faire taire. Il n'avait pas été le plus bruyant, le plus puissant, ni le plus connecté. Il était juste celui qui tenait une lampe torche, un faisceau lumineux dans une pièce que d'autres avaient refusé de regarder. Et une fois la lumière allumée, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir. Il ne répondit pas aux questions. Il s'éloigna sans un mot. Ce week-end-là, Marcus retourna au centre de jeunesse de Maple et Lenox, celui qu'il fréquentait chaque semaine avant que tout ne s'écroule. Les enfants l'avaient attendu. Non pas parce qu'ils connaissaient chaque détail, mais parce qu'ils se souvenaient de lui avant les gros titres et les menottes. Ils se souvenaient de l'homme qui leur avait appris à écrire au conseil municipal, à s'exprimer sans crier, à rester debout quand tout autour d'eux essayait de les faire tomber. Il entra discrètement dans le gymnase, l'odeur des ballons de basket et du cirage flottant dans l'air comme un souvenir. Sa montre en argent serrait toujours son poignet, scintillant sous la lumière du soleil qui entrait par les hautes fenêtres. Il s'arrêta en atteignant le mur du fond. Là, une nouvelle fresque avait été peinte dans des couleurs vives, des bleus profonds, des bruns chauds et une touche d'or derrière sa silhouette. Elle montrait son image, ni héroïque ni plus grande que nature, mais stable, calme, concentrée. Son visage était légèrement tourné, comme s'il regardait vers quelque chose juste au-delà du cadre. À côté, des mots en lettres capitales nettes, la vérité n'est pas bruyante, elle est persistante. Marcus resta immobile un instant, une main posée sur le bord usé des gradins.
Il n'avait pas besoin de parler. La fresque n'était pas une célébration, c'était un rappel. Des bénévoles se rassemblèrent à proximité, reprenant les cours du week-end avec les enfants. Un enfant, âgé d'à peine 12 ans, courut vers lui, un bloc-notes à la main. Il lui demanda comment écrire quelque chose pour que les gens l'écoutent. Marcus se pencha et lui dit de bien réfléchir, d'écrire honnêtement, puis de continuer à écrire jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Le garçon hocha la tête et revint en courant, le stylo griffonnant déjà la page. Dehors, la ville s'animait avec une détermination renouvelée. Les affiches furent retirées, les rapports furent mis à jour, et les tribunaux de tout l'État commencèrent à procéder à des examens internes. Les affaires classées trop rapidement furent rouvertes. Les condamnations du passé du juge Harlan furent réexaminées. Le système judiciaire, si lent et grinçant soit-il, avait été contraint de se remettre en marche. Marcus savait que le poids de tout cela ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. La corruption n'était pas une blessure qui guérissait parfaitement. Elle laissait des cicatrices. Mais maintenant, il y avait des gens qui observaient, des gens qui écoutaient. Des systèmes qui avaient été brisés dans l'ombre étaient maintenant réparés au grand jour. Il n'avait pas seulement blanchi son nom, il n'avait pas seulement exposé la vérité, il avait bâti quelque chose de nouveau, une décision, un acte, une vérité à la fois. Un tribunal qui se souviendrait non seulement des lois, mais aussi des vies. Et tandis que la ville nettoyait ses tribunaux, rétablissait la confiance et découvrait combien il était facile d'abuser du pouvoir, Marcus savait que le travail ne faisait que commencer. Il y avait d'autres murs à abattre, d'autres histoires à entendre, encore plus de gens à protéger. Mais la voie était désormais ouverte, parce que quelqu'un l'avait dégagée.